Merci d'être avec nous sur Radio J ce matin et retour sur l'actualité en France. On parle des violences sexistes et sexuelles pour un droit à l'assistance d'un avocat dès le dépôt de plainte. Et oui, plus d'un an après leur première tribune publiée dans les colonnes du Journal du Dimanche, les avocates et nos chroniqueuses sur Radio J, Karen Noblinski et Rachel Fleur-Pardo, réitèrent leur appel pour créer un droit à l'assistance d'un avocat dès le dépôt de plainte en faisant bénéficier les plaignants de l'aide juridictionnelle. Et elles sont avec nous en studio ce matin. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, toujours au rendez-vous, en plus de votre chronique le mardi matin, je le précise, à 7h10, à huis clos. Alors, quand une femme pousse la porte d'un commissariat, elle doit savoir dès son arrivée qu'elle a le droit à un avocat. Elle a le droit d'être examinée, de voir un psychologue, de rencontrer une association. Cette notification doit intervenir avant et non après le dépôt de plainte. C'est le combat que vous portez donc maintenant depuis plus d'un an. On va parler des répercussions politiques, bien sûr, suite à votre appel dans le JDD. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler peut-être aux auditeurs ce que signifie tout cela, ce que vous demandez et finalement ce qui a changé en un an, ce que vous avez obtenu? Bien sûr, alors Karen. on a lancé un premier appel avec Rachel Fleur-Pardo il y a un an. Justement, un petit peu au moment du hashtag double peine qui dénonçait les conditions de prise en charge des victimes dans les commissariats. Et à partir de là, on a lancé un premier appel pour que les victimes soient mieux reçues. À cette époque, quelques mois après, en décembre 2021, la loi a changé une première fois et à ce moment-là, les victimes avaient le droit d'être accompagnées de leur avocat pour aller déposer plainte. Mais il nous semble, un an après, que bien qu'il y ait eu des progrès, il y a eu, je pense, une prise de conscience assez collective quant à la formation des policiers, quant à l'accueil réservé aux victimes, quant à la promiscuité dans certains commissariats, mais auquel le manque de moyens ne peut pas toujours faire grand-chose aujourd'hui. Il nous semble, et on portait déjà cette proposition il y a un an, mais il nous semble qu'elle soit nécessaire toujours aujourd'hui, que l'avocat n'accompagne pas seulement les plaignants dans un commissariat, il les assiste parce qu'il doit avoir la possibilité de poser des questions, de faire des observations pour que la plaignante puisse avoir des déclarations qui soient précises, claires et souvent dans un état de choc. Il n'est pas toujours évident de le faire et surtout nous insistons toutes les deux aujourd'hui sur la nécessité de notifier les droits aux plaignants dès leur arrivée au commissariat et aujourd'hui encore cette notification est faite tardivement, à savoir après la déclaration, les déclarations et le dépôt de plainte des plaignants. Alors, on va en parler justement, on va détailler un petit peu toute cette situation. Aujourd'hui, clairement, Rachel Fleur, quel est le délai de prise en charge d'une victime de violences sexistes ou sexuelles? Si demain, je vais dans un commissariat, je porte plainte, en combien de temps ma plainte est prise en charge? Le Code de procédure pénale est sur ce point extrêmement clair, c'est-à-dire qu'il y a un article 15.3 qui impose aux forces de l'ordre, aux agents de police et de gendarmerie de prendre vos plaintes sur le champ. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore trop de loupés. C'est ce qui est venu révéler le hashtag double peine. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous militons avec force pour la création d'un droit effectif à l'assistance d'un avocat dès le dépôt de plainte. Et ce peut-être pour 3 raisons. D'abord, pour mieux garantir le respect des droits des victimes. Comme il n'y a finalement pas si longtemps en France, on avait autorisé les gardés à vue d'être finalement assistés d'un avocat lors de leur garde à vue. Et bien aujourd'hui, le mouvement double peine a permis de révéler que oui, il y a des manquements, il arrive que les droits des victimes ne soient pas respectés au moment du dépôt de plainte. Ensuite, il y a aussi un autre élément, c'est le fait qu'il se sera utile pour permettre d'améliorer l'efficacité de la procédure pénale et enfin pour améliorer la confiance des justiciables dans la justice parce que oui, l'avocat est un auxiliaire de justice qui en pouvant poser des questions et faire des observations pourra contribuer à la manifestation de la vérité et en étant cette espèce de traducteur, si je puis dire, entre le justiciable et la justice sera à même de l'aider à mieux comprendre ce qui se passe et donc d'avoir mieux confiance dans cette institution trop souvent décriée. Alors, vous parlez de manquements. Quels sont les abus qui vous ont été rapportés, par exemple, en tant qu'avocate? Vous défendez donc des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Qu'est-ce qu'on peut entendre dans les commissariats? Alors, je pense qu'on peut entendre différentes choses. Ce qui marquait le plus souvent les plaignants et qui les marque souvent encore, c'est le fait que justement cet article 15.3 du Code de procédure pénale n'était pas toujours respecté. Malgré l'obligation qui est faite par le Code de procédure pénale de prendre la plainte et de la recueillir immédiatement de jour comme de nuit, certaines personnes se voyaient
pas prise au sérieux. On leur demandait de rentrer chez eux, de revenir à un autre moment. Et finalement, ça dissuade vraiment les plaignants de revenir. Ça crée un véritable problème en matière de preuves, parce qu'il y a des preuves qui doivent être recueillies immédiatement. Et aussi, bien sûr, on l'a entendu dans le cadre du hashtag double peine, parfois des questions qui peuvent être inappropriées, des questions qui ne prennent pas en considération l'état traumatique de la victime, et surtout en l'absence d'un avocat ces victimes sont seules, confrontées à l'institution policière, et bien évidemment qu'à ce moment-là, ça les éloigne de cette envie de déposer plainte et de cette procédure qui va être longue et périlleuse. L'aspect psychologique est très important, Rachel Flore. La formation des policiers est essentielle aussi là-dessus. Est-ce que ça a changé en un an ? Oui, ça progresse incontestablement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il n'y avait pas un policier qui était formé à ces violences qui sont tellement spécifiques, qui sont les violences sexistes, sexuelles et les violences conjugales. Maintenant, les policiers commencent à y être formés. Aujourd'hui, tous ceux qui sortent de l'école sont formés à ces questions. Et 60% des policiers et gendarmes en poste le sont également aujourd'hui. Le sont-ils suffisamment ? C'est une question aujourd'hui qui peut se poser et d'ailleurs que nous posons avec ma consoeur Karen Noblinski. Alors vous parlez de preuves, justement quand vous parlez de preuves par exemple c'est sur le plan physique, c'est ça quand une personne a été violée quand on parle de preuves, alors il y a différents types de preuves évidemment dans le cadre d'un procès pénal, mais là si on s'intéresse à la question des violences sexistes et sexuelles, bien évidemment qu'en matière de viol, il y a des éléments qui doivent être recueillis dès le début, dès la commission des faits, des preuves gynécologiques qui permettront l'identification de l'auteur des faits. Il y a aussi des questions de vidéosurveillance, de témoignages, et tous ces éléments-là, ils sont importants, et il me semble que l'assistance de l'avocat dans le cadre du dépôt de plainte, il est aussi fondamental pour rappeler aux plaignants ce qu'elles doivent apporter pour contribuer à la manifestation de la vérité. Donc si on comprend bien, si on vous entend, le temps est très important. S'il n'est pas pris en compte, on peut trouver donc des défaillances dans l'enquête et donc à terme le risque de ne pas avoir de procès équitable pour ces victimes en fait. En fait, c'est-à-dire si nous partons de l'exemple, même si notre proposition doit s'appliquer à tous les plaignants, nous partons de cet exemple qui a beaucoup fait parler ces dernières années, qui sont les cas de violences sexistes et sexuelles. Pourquoi ? C'est parce que ce sont des affaires où les violences se déroulent le plus souvent dans l'intime, dans une forme de huis clos. Et ça pose de vraies difficultés de preuve. Et c'est peut-être notamment pour cette raison qu'il est absolument essentiel que dès le dépôt de plainte, l'audition de la victime soit à la fois réalisée avec célérité, donc rapidement après les faits, et de façon exhaustive, en permettant de réunir tous les éléments. Et c'est là que l'avocat peut avoir un rôle à jouer, à la fois parce que il peut rassurer la victime en étant présent à ses côtés, et ainsi c'est un peu comme lui tendre la main et l'aider un peu à se rendre au commissariat plus tôt pour pouvoir vraiment faire valoir ses droits. Et ensuite, l'avocat est auxiliaire de justice, donc il doit absolument ne pas seulement accompagner, c'est pas une babysitter, mais véritablement assister son client en ayant la capacité de pouvoir poser des questions, faire des observations et ainsi aider la procédure pénale à être plus efficace et à contribuer ainsi à la manifestation de la vérité. Alors une première victoire, mesdames, votre proposition publiée l'an dernier dans le journal du dimanche fait désormais l'objet d'un amendement déposé par la députée Véronique Rioton. C'est en ce moment même, c'est cette semaine. Quelles sont les suites désormais ? Alors, on va. C'est même aujourd'hui. C'est aujourd'hui. En fait, c'est même normalement cet après-midi que donc l'amendement sera discuté à l'Assemblée nationale. Nous, il nous semble que cet amendement, il est fondamental. Et sur un autre point, il est aussi fondamental sur la question de l'aide juridictionnelle et des permanences pénales, parce que aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi cette question de quid des gens qui ne connaissent pas forcément d'avocats et qui veulent aller déposer plainte. Et ça, c'est une vraie problématique. Tout le monde n'a pas le luxe de connaître un avocat, d'avoir les moyens de payer un avocat. Et l'aide juridictionnelle aujourd'hui en France pour les victimes, elle n'existe qu'à compter du procès pénal dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une instruction, mais il n'y a pas forcément toujours des instructions. Et nous militons pour qu'il y ait cette permanence pénale, à savoir vous arrivez dans un commissariat, vous voulez déposer plainte et vous demandez à ce que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ou qu'importe vous commette un avocat qui sera commis d'office et qui pourra donc vous assister pour que vous ne soyez pas seul.
Rachel Flore. Oui, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est absolument urgent que ce texte soit intégré dans notre code de procédure pénale parce que, comme vous l'expliquez, ma consoeur Karen Noblinski, il doit réparer une inégalité qui est aujourd'hui prévue par les textes. C'est-à-dire que si aujourd'hui on peut être accompagné d'un avocat, il n'est pas prévu que cet accompagnement soit pris en charge par l'aide juridictionnelle. Et donc, ça crée une inégalité entre les justiciables dans l'accès à la justice. Et moi, je tiens aussi, et je profite d'être à votre micro aujourd'hui pour remercier la députée, Madame Véronique Rioton, pour son engagement à nos côtés d'avoir déposé ce texte, et à tous aussi les députés qui sont co-signataires. Alors, on croise les doigts, il sera défendu cet après-midi à l'Assemblée nationale. On espère de tout notre cœur qu'il sera voté. Eh bien, on l'espère également. Alors, autre sujet d'actualité, on a un petit peu de temps et je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la lutte pour l'avortement. On le sait, depuis le 24 juin dernier, l'avortement n'est plus un droit fédéral aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, en Hongrie également. Depuis le mois de septembre, avant une interruption volontaire de grossesse, une femme devra écouter le cœur de son fœtus, qui a suscité beaucoup d'inquiétudes ici en France. Et vous faites partie de ces 400 avocats qui appellent à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française pour protéger les droits des femmes. Mais pour l'instant, cet appel a été rejeté, il me semble. Le combat continue malgré tout pour vous sur cette question? Le combat continue évidemment plus que jamais. Ce sont des sujets sur lesquels les mentalités sont en train d'évoluer. Petit à petit, des voix s'élèvent pour dénoncer tous les freins qu'il y a dans l'exercice effectif du droit à l'avortement aujourd'hui. Alors oui, il a été effectivement rejeté par le Sénat, mais le combat est loin d'être terminé. 2 propositions de loi doivent être étudiées à l'Assemblée. Une proposition de loi, celle déposée par la majorité, a été récemment votée par la Commission des lois. Ce texte devrait peut-être même être discuté à l'Assemblée nationale avant les vacances du mois de décembre. Alors nous gardons espoir et nous restons mobilisés avec ma consoeur Karen Noblinski. Karen Noblinski, un dernier mot peut-être pour terminer? Oui, un dernier mot, c'est ce qu'on rappelait déjà dans notre tribune pour inscrire le droit à la Constitution dans l'avortement. C'est que la France, pays des droits de l'homme, enverrait un signal fort au reste de l'Europe et sur le plan international aussi, d'inscrire dans le texte suprême de notre droit national le droit à l'avortement. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J. On peut vous retrouver le mardi matin, justement, sur Radio J, en direct à 7h10 pour votre chronique à huis clos, une semaine sur 2, et en podcast sur notre site internet radioj.fr. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.